Très bien. Alors, nous allons ouvrir officiellement la séance du 11 novembre, donc 19h35. Alors, il va y avoir quelques changements à l'ordre du jour. Donc, premièrement, deux points sont ajoutés. Le point 10.3, signataire des comptes à la Caisse des Jardins. Et le point 13.4, confirmation de l'évolution. Ensuite, il va y avoir des changements au niveau du point 7. Donc, il y a eu une erreur au niveau de la numérotation. Donc, le point 7.5 et 7.6 vont décaler de 2 points. Donc, on va, si vous regardez dans votre ordre du jour, là, en fait, là, 7.4, 7.5 et 7.6, c'est le même point. Donc, 7.5 deviendra appui au projet de mise en valeur de la filière printemps du sentier de Chivaux. Et 7.6 deviendra intention, vente du lot. Et il y aura un ajout au libellé. Donc, ça sera intention, vente du lot ou droit de partage du lot 6 212 167. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter l'autre jour avec les collectifs. Nadeau propose. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. Merci le propos. Merci. Proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2024. Chose de faire, propos. Merci. Proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2024. Ça va être bon. Merci. Point 4. Retour sur la période de gestion de la séance précédente de M. Poutier. Oui, merci. Alors, on m'a demandé d'ajouter un événement à l'ordre du jour qui était réponse aux questions. Fait que lors de la dernière séance, j'avais une question de M. Sylvio Dupont concernant le village des tubes septiques. La municipalité a établi une politique maintenant, quand il y aura une village, dont annuel, quelqu'un veut la faire à chaque année, qui profite plutôt à l'entrée de la municipalité. Donc, ce n'est pas une politique qui sera en place à partir de maintenant, suite à votre questionnement, M. Dupont. Je vous avais rappelé là-dessus, vous m'avez dit que c'était convenable pour vous, qu'on a réglé de cette manière. Merci. Ça va? Oui. Monsieur Moreau avait posé des questions au niveau d'affichage des documents. Il y avait quand même plusieurs points. Fait que, si vous permettez, je vais les passer. Notamment, il avait soulevé le point qui était quand même vrai, qu'on avait plusieurs lieux d'affichage et que ces lieux-là étaient trop faciles, qu'il y avait risque que des documents se perdent. Donc, on a évalué notre politique, on a statué qu'on mettrait en force seulement 3 lieux d'affichage actuellement, mais des lieux d'affichage qui sont sûrs, qui sont sécuritaires. C'est-à-dire que les documents ne peuvent pas être pris, les gens ne peuvent pas partir avec, fait qu'on s'assure que les documents sont intègres et qu'ils sont disponibles. Donc, les lieux qui sont conservés, ça va être le garage municipal, qui est un ajout au 4070 à l'île Royale. À cet endroit-là, il y a un tableau qui a été installé à l'extérieur pour permettre la lecture des documents. L'hôtel de ville, qui était déjà un site au 150 rue du Loin, il va être maintenu, et ici au 33 rue des Églises. Le bon choix, on va essayer de prendre en compte avec le propriétaire pour installer quelque chose qui est sécuritaire, mais tant que je ne peux pas assurer que les documents sont là, disponibles et intègres, ben, on ne le remettra pas en France. On l'utilisera pour ceci. Donc, présentement, il y a 3 sites. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Moreau, à ce sujet-là? Oui. Merci. On avait soulevé pour garage de Morancy, il manquait des règlements qui n'étaient pas affichés après vérification. C'est vrai. Donc, on a corrigé. Par contre, ce site-là ne sera pas maintenu en opération, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en garde 3, possiblement un 4e avec le premier choix tout à l'heure. L'affichage qu'on reconnaît sur notre site Internet à une date différente de celle inscrite sur le document. J'ai vérifié, puis dans l'historique, j'ai pu trouver que le grand était affiché une première fois à la date critiquée et qu'il y a eu comme un problème informatique puis qu'il a dû être réaffiché une 2e fois.
Fait que c'est ce qui explique que les dates concordaient. Dans l'historique, c'est facile de pouvoir le retrouver. Donc, je crois que ça règle ce point-là aussi. Demande d'informations sur la procédure d'aide publique concernant la modification de notre règlement sur les aides publiques. Monsieur Moreau, je vous ai fourni les articles de règlement. Est-ce que ça répondait à une question à ce sujet-là? Parfait. Merci. Il y avait aussi des surtout qu'il y a des délais pour rendre les séances, l'enregistrement des séances du Conseil sur le site Internet était un peu long. Donc, on s'engage à vous les mettre disponibles dans les 72 heures. On a établi une procédure, puis on va s'assurer de respecter ces délais. Ensuite, il avait été soulevé que sur le site Internet, on faisait la promotion de certains commanditaires, de certains commerces, et qui n'étaient pas tout à fait en règle au niveau des différents règlements. On est en train de revoir notre politique à ce niveau-là. On va vérifier les annonces qui sont là. Puis on va s'assurer qu'ils sont aux règles pour ce qu'on peut vérifier. Mais ce qui est sur leur site Internet à eux, la Ville va se dégager des responsabilités liées à ça. Pour ce que vous m'avez soulevé, monsieur l'enregistrement, nous, on va faire cette vérification-là qui est, oui, à notre niveau et auquel on peut donner suite. Mais les choses que les gens mettent sur leur site, la Ville ne s'engagera pas à s'assurer que c'est toujours valide et que c'est toujours d'actualité. Est-ce que ça répond à votre question, M. Moreau? Oui. Oui. Concernant ceux qui sont présentement sur le site, Oui. Comme je vous disais, on est en train de les vérifier. Ça va être fait. Ceux qui ne sont pas conformes vont être retirés. Okay. Mais si ce n'est pas fait, vous me le direz. déjà, pour moi, J'en conviens. Il y avait plusieurs explications à ça, mais je vais en parler. Mais je vous assure qu'on est en train de faire un travail, mais je veux faire un travail qui va rester pas quelque chose qui va arriver normalement. Je veux qu'il y ait des règles qui soient établies et qu'on s'enligne de cette façon-là. Les votes sont un peu plus longs, mais le résultat, il n'est pas juste pour une fois, il est pour toujours. Fait que c'est un peu l'alignement que je prends la place. Ça me fera plaisir de vous communiquer quelle règle on va mettre en place pour garantir ça. Ça va pas? Oui. Parfait. Je pense que ça fait le tour des questions, Madame la ministre. Merci beaucoup, M. Cloutier. Donc, maintenant, pour cette période de questions, donc la parole est à vous. Alors, je rappelle rapidement les règles, les questions, une sous-question, puis ensuite, s'il y a quelqu'un après vous, s'il vous plaît, bien vouloir laisser les autres personnes, puis par la suite, vous pouvez bien sûr, oui. Et la première question, c'est une félicitation. C'est pour moi, je te pose, c'est que j'ai manqué 2 séances. Je ne sais pas si vous avez eu des félicitations pour ça. Je vais le faire. Je sais qu'il y avait l'Hydro-Québec, il y avait une coopérative, puis il y avait la ville qui était dans le projet. Ma question, c'est que ça peut peut-être vous inspirer. OK, au niveau de l'urbanisme, il y aurait d'autres endroits qu'on pourrait faire ça. OK, pour cacher un peu. Comme la côte, en bas de la côte, Daniel Lachance, là, on voit tout de gravelle, on voit tout de sable, on voit toute la machinerie. Il y aurait moyen de faire une façade avec une bordure d'arbre, le même principe qu'on a fait à l'entrée du Golfe. Avec les années, ça remplirait toute l'avenue royale. Ça serait bénéfique plutôt pour le paysage, tout le monde. Ça, c'est ma première question. Donc, merci, on prend note de votre commentaire. Okay. Il y a une autre personne qui veut venir? Oui, vous pouvez, une question, une question, est-ce qu'ils sont dans la même... Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment service aux citoyens. Là, j'ai remarqué dernièrement, là, celui qui ramasse les vidanges là, avec sa pince, je ne sais pas si c'est l'employé ou l'entrepreneur. Là, c'est vraiment fait à la botche. Moi, la semaine passée, il a pogné il l'a étranglé comme il faut, là, il l'a brassé, il a fallu tout que je le répare moi-même. Il a fallu tout que je fasse de la couture avec de la broche, leur tête, tout ça. Là, le matin, je l'ai surveillé, là, puis c'était pareil. Et là, il pogne ça, il est pressé, il accroche toutes les bandes de la chambre, il est croché. Il pourrait peut-être, je suis d'accord, il faut être productif dans la vie, là. J'ai toujours prêché ça, la productivité, mais à un moment donné, il faut quand même être, en étant productif, il faut être
comment je dirais, des fois être un petit peu à droite. On va faire assurément du biais. Parce que là, en matin, j'ai regardé, il y en avait à terre, il y en avait dans le fossé, il y en avait partout. Fait que, je peux voir que il faut qu'ils produisent. Je suis capable d'admettre qu'on peut faire des erreurs, mais là, ça commence à être comme général. Celui qui a ramassé le bac bleu, c'était moins pire. Et La la réalité, on va absolument faire un suivi, monsieur Pitou, par rapport à ça. Oui, c'est noté. Merci. Excusez-moi, j'ai besoin du nom de monsieur. Monsieur Berger? Pouvez-vous enregistrer, s'il vous plaît, vous identifier? Oui, bonsoir Anne Savary, bonsoir de Coubertin. Moi, c'est aussi à propos des vidanges. C'est un gros de hasard. Mais c'est par rapport au budget, aux dépenses, suite au ramassage des vidanges. Je me demandais si vous avez évalué la possibilité de réduire les ramassages, la fréquence des ramassages, comme ils ont entamé à Québec, là, faire un ramassage des vidanges aux 2 semaines en dehors de la période d'été. Est-ce que vous avez pensé à ça? En fait, oui, merci pour votre question. Oui, ça a déjà été discuté. Je vous dirais que c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient. Je vous dirais que l'enjeu principal, en fait, là, c'est tous nos commerces au niveau d'hébergement, qui, pour eux, c'est extrêmement difficile si c'est des ramassages sur 2 semaines. Fait que ça c'est une chose. Là. Tu sais, comme je vous dis, il n'y a pas une partie de la population comme vous qui souhaiterait que ce soit aux 2 semaines. Puis, c'est ça, il y en a une autre partie qui est plus difficile. Tu sais, je ne dis pas que ça ne reviendra pas sur la table de discussion. Tu sais, comme vous savez, on a comme ça fait 6 mois maintenant qu'on a commencé au niveau du compost. Donc, c'est là, bien sûr, le compostage va quand au niveau de la filière. Tu sais, fait que c'est toutes les choses qui seront à évaluer. Tu sais, sachez que, tu sais, c'est pas intransigeant, non, c'est terminé, mais Mais il y a peut-être des exceptions à faire, comme à la Ville de Québec, qui font une exception dans les quartiers qui sont très populeux. Fait qu'il y a peut-être moyen de gérer ça. Moi, j'ai regardé là, les budgets, dans votre budget de cette année, il y a peut-être une économie autour de 150 000 à faire. Moi, je ne suis pas d'accord pour payer pour les commerces là, parce qu'ils produisent beaucoup de vidange. Peut-être qu'ils pourraient aller les porter une fois sur 2, je ne sais pas. Là, si, ça coûte, moi, en tout cas, c'est un autre de votre budget. Là, quelle page? La page 5, ça dit que ça coûte 600 000 il y a une tarification de 600 000 je pense. je vais donner la parole à M. Racine. Je pense qu'il y a un complément d'information à vous donner. Je comprends très bien votre point, puis moi-même, je vous dirais qu'on pourrait passer une fois par mois. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais la problématique, quand on a posé la question à nos dirigeants administratifs, je ne me trompe pas, voilà 2 ans, c'est au poids qu'on est facturé. Alors, ce n'est pas au passage qu'on est facturé. Facturé par. Au poids de ce qui est collecté en rebut, lorsque ça s'en va à l'usine, c'est pesé. À quelle fonction faire ça, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que c'est au poids, si je ne me trompe pas, peut-être M. Coutier pourrait vérifier pour nous revenir correctement, mais si tel est le cas, il n'y a aucun gain à avoir pour le moment. Si c'est au poids, ça ne changera rien. Je ne sais pas, mais la Ville de Québec, ils ont identifié une économie à faire suite à la réduction des passages. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dedans, puis c'est dans le sens de ma sous-question, c'est que là, vous êtes justement en train de préparer votre budget pour l'année prochaine, puis moi, j'ai des attentes envers le conseil de réduire les dépenses, de réduire le taux d'augmentation des dépenses, parce que dans les dernières années, il y a eu des grosses augmentations. Ensuite, ça s'est traduit pour le résident par une grosse augmentation. Depuis 2022, j'ai 22 d'augmentation de mon compte de taxes. C'est énorme. Moi, mes revenus, ça ne se compare même pas, les augmentations. Là. Fait que moi, je m'attends que la municipalité fasse des contractions pour réduire le taux d'augmentation des dépenses puis ramener ça peut-être à 2 Là, c'est 8 que vous avez eu l'année passée, cette année. En 2023, on ne l'a pas évalué, mais à un moment donné, il faut respecter la capacité de payer des résidents. Alors, moi, c'est une attente que je vous donne, une demande, parce que ça n'a pas de sens. 22 dans 2 ans, je ne sais pas, là.
Là, je n'ai pas fait des comparaisons avec d'autres municipalités, mais bon, je suis capable de faire. C'est sûr que c'est très complexe de vous expliquer ça, et je connais pas votre situation à vous spécifiquement. C'est comme on dit, on a eu un nouveau rôle, l'augmentation de la valeur de nos maisons a joué pour beaucoup de personnes au niveau du taux de taxation. Moi, la première, je vous dirais, avec une augmentation de 45% de la valeur de nos maisons, ça joue sur les taxes, je vous l'assure. Puis, tu sais, hormis ça, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu de l'inflation, de l'augmentation partout. Je vous dirais que le conseil a le souci de faire le budget le plus responsable possible parce que nous aussi, on est des payeurs de taxes. Donc, on est inquiété-vous pas. Ouais, quand dans le municipal, on sait que les dépenses augmentent, on dirait qu'ils pensent que la capacité de payer des résidents, c'est infini, mais il faut faire attention. Moi, je regarde beaucoup ce qu'il fait dans les autres municipalités, puis il y a beaucoup de soucis là, pour contracter. À Québec, ils ont annoncé des coupures. Alors, alors moi, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous laisse là. Madame Nadeau, puis la firme de Félicité. Si je peux me permettre, vous avez dit, j'ai pas comparé avec les autres municipalités. Juste un point d'information, on reste quand même un des plus bas sur la cour de Beaupré en ce moment. Bon, c'est juste à titre informatif, là. On essaie, on peut Moi, pas je l'ai vu, mais quand même, tu sais, ouais, faut bien, faut avoir une approche, comment je dirais, qui va dans le sens de la réduction des dépenses, pas d'augmentation. C'est juste pour répondre, madame, au niveau des vidanges, je dirais que c'est payé au poids. Ça n'empêche pas d'avoir une réflexion. On paye le poids, on va regarder la Ville de Québec, comment elle a fait pour aller chercher des économies, mais chez nous, c'est vraiment facturé au poids. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, j'avance dans le même sens que M. Racine. Pour ce qui est de la réduction des coûts, je vous dirais, on travaille fort là-dessus. On essaie de faire des choses à l'interne aussi. L'année passée, les maisons ont monté plus tôt, on a diminué le taux de taxe. Et ça, on essaie vraiment, on fait appel avec les contribuables. On verra comment on peut régler ça pour le prochain budget, mais je vous assure que c'est un sujet sensible. Merci. Merci. Bonjour, Joël Dobzuc, propriétaire du 5612 à Montréal. Moi, j'ai une question pour les membres du conseil. J'aimerais savoir s'il y avait une possibilité de confier un mandat au directeur général par intérim pour pouvoir regarder la situation au 5612 avant de continuer avec la Cour du Québec puis de pousser ça plus loin. Je comprends, M. Bolduc, que là, c'est un cas spécifique à vous. C'est sûr que je ne suis pas très confortable en ce moment, de votre situation, mais j'entends votre question. M. Bouquet est en train de prendre en note, puis à huis clos, le conseil évaluera, puis on reviendra par la suite. Est-ce que ça vous convient? Parfait. C'est ma question, puis j'ai une autre chose à demander. C'est quand est-ce qu'on va commencer de s'occuper des compteurs? Parce que moi, quand je rentre dans cette période, je vois des compteurs maritimes à gauche, à droite. Dans le cœur du village, il y a des compteurs un peu partout. Et là, il est rendu qu'il y a du monde qui font des averies avec les conteneurs, qui font des rallonges, qui ont des poêles à bois. Je ne sais pas si les nombres d'incendie font quoi pour ça. Parce qu'on voit des cheminées vraiment, là, je parle sans gêne, là, lui, direct à côté direct en biais de chez le magasin ici qu'on a. J'ai un conteneur là, il y a une cheminée, un poêle à bois, le gars, il fait des rallonges. Je me demande, est-ce qu'on commence vraiment à intervenir? Parce que là, il y en a rendu peut-être plus de 200 dans inférieur. Ça commence à être vraiment une épidémie. Je me pose la question. Ouais. Est-ce que moi, je vous avoue, honnêtement, je n'ai pas de réponse pour vous. Bonjour. Oui. Donc, en réponse à votre question, je dirais que oui, c'est une problématique. On s'en va là-dessus cet été. On avait une nouvelle équipe d'inspecteurs. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. On a priorisé les permis, que les gens puissent faire leurs travaux pendant la période estivale. Là, on s'en va sur les inspections, ces choses-là. Je vous assure qu'il va y avoir un travail qui va être fait. Assurément qu'on ne peut pas tout faire en une semaine, mais je vous assure qu'on va s'assurer de faire respecter nos règlements pour tout le monde de la même manière. Est-ce que vous avez envoyé les pompiers? Parce que tu sais, un conteneur maritime fermé avec un poêle à bois qui chauffe là-dedans, je ne sais pas si vous savez, le danger est quand même élevé. Dans ce cas-là particulier, oui, on va faire une demande au service d'incendie d'aller faire une vérification, mais je pense que vous parlez plus général que particulier. Oui, parce que j'en ai vu 5 qui ont des poêles à bois qui ont commencé à chauffer, puis sérieusement, je trouve ça vraiment
dangereux. Là. J'ai déjà passé proche de perdre quelqu'un là-dedans là, parce qu'il ne s'en rendait pas compte et il s'empoisonnait. Là. Fait que c'est pour ça que. Prends votre temps, je vous assure qu'il va y avoir un suivi. De toute façon, la prochaine réunion du conseil, il y aura une réponse qui vous sera fournie, mais on va se reparler après. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Je vais me répéter encore, là, c'est que par rapport au projet de règlement, au moins les voir avant le savoir. C'est que là, je t'ai pas mis à les lire, là, j'ai des questions pertinentes. Là. Et c'est parce que c'est pas juste des questions pertinentes, des fois, on peut faire des recherches, tout ça. J'aimerais vraiment ça. Que ce soit disponible bien avant sur le site Internet. Et, je suis parti à la municipalité aujourd'hui. Autre chose, mais je demandais à les avoir, pas moyen de les avoir, mais on les a ce soir. Puis, je ne comprends pas la justification pourquoi on ne peut pas les avoir pendant la journée, mais que maintenant ils sont disponibles. Fait que là, justement, par exemple, le PPC moi, il y a un avis de motion puis une adoption, ça se fait dans la même soirée. Oui, ça se fait dans la même soirée pour la spécification, j'ai justement M. Rochot qui va pouvoir répondre. Pour la plupart des règlements d'urbanisme, il y a l'émotion puis l'adoption du projet ou du premier projet ou du règlement européen. Ça se fait en même temps. En urbanisme, il y a plusieurs étapes pour l'adoption d'un règlement urbanisme. Généralement, ça commence par un premier projet, par un projet de règlement. C'est à ce moment-là qu'on peut mettre publiquement le règlement en question. Il va tout le temps avoir à la séance d'après la prochaine étape, dans laquelle le règlement va soit passer en deuxième projet de règlement ou en adoption de règlement. Des fois, le règlement il reste exactement le même s'il n'y a pas eu d'avis ou de commentaires avec lesquels il fallait faire des modifications. Ou il va être modifié parce que justement, il a été déposé, par exemple, pour un premier projet aujourd'hui qui est rendu public pour une première fois. Vous le lisez, après 2 semaines, vous avez des commentaires, vous l'envoyez à la municipalité, nous, on peut en tenir compte si c'est pertinent, puis après ça, adopter le projet modifié dans la séance d'après. Il y a aucun projet d'urbanisme, de modification de règlement qui est rendu public dans une séance comme celle-ci et adopté, et après ça, il n'y a plus rien à faire. Il y a tout le temps au moins 2 étapes. Toujours un projet de règlement, et ensuite, il y a l'adoption du règlement. Dans la séquence de procédure, ben oui, ce n'est pas disponible avant, sauf que les projets qui sont adoptés aujourd'hui comme l'adoption d'un règlement, c'est parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une forme dans une séance de règlement. OK. Comme là, ce soir, celui sur le PPC moi, il y a déjà convolution, 14 de 11, 14 de 10. Ben, c'est la licence pratique. 24 865? Oui. Celui-là, spécifiquement, c'est un règlement qui avait été adopté en 2020. Okay? Mais, en fait, le PPC-1 avait été fait en 2020. En 2022, il y avait une recommandation du CCU pour faire une modification à ce règlement. Ça fait longtemps que tout ça, en 2024. Celui-là spécifiquement, je pourrais l'expliquer plus tard dans votre cours, mais c'est essentiellement de venir l'adopter en bonne et due forme, parce qu'on s'est rendu compte, en faisant la révision de nos règlements récemment, que celui-là, on n'avait pas trouvé la résolution qui venait supporter spécifiquement ce règlement. Et ce soir, on vient l'adopter. Parce que son premier projet, le projet de règlement, est adopté depuis plusieurs années. C'est pour ça que celui-là, on l'avait fait. Il y a une avis de motion sur ce projet-là, puis il est adopté aussi ce soir. C'est l'adoption du projet de règlement. C'est ça. Parce que la motion. C'est la motion, puis ici, c'est l'adoption du projet. Il y avait une animation avant, en 2022, pour. Pourquoi tu dis 2022, c'est 2020? À 2020. Donc là, on est là, ça. Là, on est vraiment dans l'administration. Oui, c'est la animation qui est en même temps que l'adoption du règlement mascoté. Mais normalement, c'est ce genre de choses qui peuvent se poser arriver. Normalement, celui-là, en 2022, aurait dû faire l'objet d'une résolution en bonne et due forme. On serait pas en train de faire. Parce qu'on a fait la révision de tous les règlements, puis on a eu des petites coquilles à droite à gauche. Ça faisait pas ici. Et là, ce soir, vous faites l'avis de motion et vous adoptez. Puis nous, on en prend connaissance à cette heure
Ce règlement-là a été déjà publié en 2022, ça fait longtemps. C'est un projet de règlement qui fait que c'est pas le règlement qui est adopté. Pas la nuance, mais. C'est le projet de règlement qu'on voit ce soir, on a une petite conférence. La prochaine séance, il va y avoir le règlement. Donc, je pensais qu'il y avait juste adopté un règlement, c'est ça. Non. Ok, c'est le projet de règlement. Il est en ça va être adopté en forme à la liste. Justement, comme vous disiez, si jamais on avait quelque chose à ajouter, non. Il faut une revient qui peut se faire. Oui, ben dans le fond, là, ici, vous allez avoir l'information, vous allez avoir jusqu'à la prochaine séance pour pouvoir le lire avec le code. Mais pensez-vous qu'il serait pertinent qu'on puisse avoir accès au projet de règlement avant? Ça, on peut rendre public les projets de règlement avant la première fois qu'ils deviennent en séance, qu'ils viennent proposer en séance. C'est juste comme ça que le maire est fait. OK. Merci. Je m'appelle Yvonne Lessard. J'aurais des questions par rapport à la production de neige artificielle au Mont-Sainte-Anne. Donc, on entendait ça à la radio dernièrement, que les stations de ski allaient devoir produire plus de neige artificielle à cause des changements climatiques en cours et la température plus chaude. Est-ce que dans notre municipalité, c'est un enjeu pour nous de puiser de l'eau, que le Mont-Sainte-Anne puise de l'eau potable dans nos ressources hydriques? Est-ce que c'est un enjeu environnemental ou est-ce que c'est pas sur notre territoire? Est-ce que c'est où est-ce qu'ils apprennent cette eau-là? Est-ce que c'est pertinent de... Puis la quantité qui risque d'augmenter, la prise d'eau, puis tout ça, est-ce que c'est des choses qui sont prévues, réfléchies là, pour l'avenir, étant donné que ça risque de se reproduire à chaque année, puis que l'eau, ça devient un enjeu important, puis que les gens, il faut qu'ils choisissent s'ils veulent faire du ski ou s'ils veulent boire? Je peux vous dire là-dessus, l'eau, que ça soit Saint-Période ou Beaupré, c'est la même loi. En fait, on n'a pas le droit de puiser plus qu'un certain pourcentage de rivière. Fait que l'eau est assujettie à ça. Ces règlements-là sont fournis par le ministère de l'Environnement, c'est lui qui définit les règles. Donc, à ce niveau-là, les municipalités n'ont pas vraiment de législation là-dessus. C'est le ministère de l'Environnement. Mais je peux vous dire que c'est sévère, premièrement. Deuxièmement, je veux vous rassurer tout de suite, c'est pas de l'eau potable. On prend de l'eau de lac, de l'eau surface. L'eau potable est aucunement fournie là-dedans. L'eau comprise dans le puits, même chose à Beaupré. L'eau traitée n'est pas prise pour faire ces services-là. C'est vraiment l'eau de lac, l'eau de puits, l'eau de surface. Il y a une bonne distinction entre les deux parce que l'eau de surface, pour la mettre suffisamment de qualité pour que la vienne consommation humaine, c'est pour faire. Fait que sur l'eau de là, je vous rassure aussi, il n'y a pas cet enjeu. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Si. Concernant justement le changement pour les PPC-moi, là, vous savez quoi? Ça vient d'une demande d'un citoyen qui voulait ajouter quelque chose? Non, en fait, c'est ça, le projet, c'est au 22-32 avenue Royale, c'était de faire des entrepôts, puis en d'entreposage. Oui, c'est une demande du propriétaire qui voulait faire à ce moment. OK. Il y a une demande de Gabriel qui avait été faite, mais j'avais travaillé. Le projet de règlement pour modifier les PPC-moi. Je l'ai en tête, là, mais c'est pour faire des nouvelles. Pour ajouter des nouvelles possibilités. C'est pour ajouter dans le règlement sur le PPC-moi des villages permis selon le moment proposé. Il n'y avait pas une affaire d'autre genre d'exploitation, puis que si... Bon, c'est entreposé à l'intérieur, la cellule principale de la classe d'usage civil, les commerces de générateurs, entreposant de site ABC, afficheur de cette milieu 3, municipalité. C'est vraiment des usages très spécifiques au projet du propriétaire de ce lot. C'est comme ça, finalement. Je l'avais lu d'avant. Oui, monsieur Leclerc. Il parle peut-être de l'autre projet. Ouais, ça doit être long. De l'autre. De l'autre, qu'un propriétaire, s'il démontre que ça n'a pas beaucoup d'impact, peut faire... Non, mais là, en fait, je vais les énumérer un peu plus loin. Il parle du règlement sur les usages conditionnels, probablement. Oui, c'est ça. Oui.
Ça, je vais en parler plus tard dans le durée. Ça, il n'y a pas de questions en fait, il faut que je la fasse tout de suite. Ben, ça, c'est la première fois que je le propose. Alors, c'est les premiers projets de règlement que je vais vous exposer. Il va y avoir à la prochaine séance, en début de séance, une consultation publique sur ces règlements. Ça va vous laisser le temps de réfléchir. Mais moi, ce que je veux savoir par rapport à ça, ce que je veux savoir par rapport à ça, comme j'en parlais tantôt, c'est qu'est-ce qui est la genèse de ça? Est-ce que ça vient de la demande de citoyens? Eh bien, c'est le conseil qui décide, on va ajouter l'usage additionnel. Pour les usages additionnels à l'application, c'est des cas de figure qui est dans le programme antérieur, notamment, puis des choses qui se discutent également sur notre flexibilité ou notre non-flexibilité dans notre réglementation. Suite à ça, ben, on fait un premier projet de règlement, puis on vous l'amène ici ce soir. C'est la question. Donc, point 6, fermeture de l'hôtel de ville pour la période des fêtes. Donc, on note que les bureaux administratifs seront fermés du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025, inclusivement pour la période des fêtes. Marc Mani propose. Merci. Conseil municipal 7.1, dépôt de la lettre de démission de M. Éric Lénis à titre de conseiller municipal. Considérant que M. Éric Lénis a remis en date du 7 novembre 2024 sa lettre de démission à titre de conseiller municipal pour le district de et de Trois-Mers, considérant que cette démission est effective au 10 novembre 2024. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière trésorière de la lettre de démission de M. Éric Lénis à titre de conseiller municipal pour le district numéro 2 et de Trois-Mers, conformément à l'article 316 de la loi pour les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est simplement un dépôt, donc nous n'avons pas besoin d'adopteur. 7.2, nomination à la fonction de pro-maire. Considérant la démission de M. Éric Lénis à titre de conseiller municipal pour le district numéro 2 et de pro-maire. Considérant qu'il y a eu lieu de procéder à une nouvelle nomination, il est donc résolu que les membres du conseil désignent M. Marc Mani, conseiller municipal à la fonction de pro-maire et l'autorise en l'absence de la mairesse à signer les documents de la municipalité. De prendre vos heures. Stéphane Racine propose. Merci. 7.3, calendrier des séances 2025. Donc, il est résolu que les séances débuteront à 19h30 à l'ancien hôtel de ville situé au 33 rue de l'Église, donc ici même, que le calendrier, ci-après, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025. Donc, nous avons le 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 14 octobre, 10 novembre, 8 décembre. Que l'avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité de Corne-Robert. Oui, ça va pas. 7.4. Appui visant la mise en œuvre de la liste des priorités pour améliorer l'offre des services en transport collectif sur le territoire de la CN Québec et la demande de financement conséquent auprès du gouvernement du Québec. Donc, considérant que la communauté métropolitaine de Québec a fait parvenir à la municipalité de Saint-Péréol-les-Neiges une liste des priorités pour améliorer l'offre de services en transport collectif sur le territoire de la CN Québec ainsi qu'un document synthèse de celle-ci. Que cette liste de priorités a été adoptée par le Conseil de la CN Québec lors de la séance du 17 octobre 2024 est issue d'un travail d'étroite collaboration avec les autorités organisatrices en transport en commun, l'agglomération de Québec, la ville de Lévis et les 3 MRC de la région métropolitaine de Québec. Que les priorités inscrites à cette liste visent à améliorer l'offre en transport collectif pour tous les citoyens et plus particulièrement pour ceux des quartiers périphériques et assurer une meilleure interconnexion des réseaux de transport existants.
Considérant que le travail d'évaluation régionale a démontré que le budget récurrent supplémentaire requis pour fournir une offre adéquate minimale en transport collectif harmonisé sur l'ensemble de la CN Québec atteint 24,6 millions annuellement. Dans cette perspective, les membres du Conseil de la CN Québec demandent au gouvernement du Québec de se joindre à eux pour soutenir les initiatives en transport collectif régional en annonçant des investissements significatifs lors de la prochaine mise à jour économique. Considérant que l'élaboration d'un déploiement de cette liste de priorités s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de l'action métropolitaine de la mobilité durable et de son plan d'action 2024-2030, adopté également le 17 octobre par le Conseil de la CN Québec, issu d'une année de travail de mobilisation des partenaires régionaux. Ce plan d'action présente les priorités pour la région de transport collectif, mais aussi en matière de mobilité intégrée et d'inclusion sociale par la mobilité. Il est donc résolu que le Conseil municipal appuie la demande visant la mise en œuvre de la liste des priorités pour améliorer l'offre de transport collectif sur le territoire de la CN Québec. Que le Conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec un financement conséquent. Que le Conseil municipal transmette la présente résolution aux instances suivantes. Communauté métropolitaine de Québec, ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et MRC de la Côte-de-Beaupré. Je prends le professeur. Stéphane Racine propose. Merci. Donc, 7.5, appui du projet de mise en valeur de la rivière Sainte-Anne et du sentier Mestachibou. Considérant que le projet de mise en valeur de la rivière Sainte-Anne et du sentier Mestachibou permettra à la région de continuer de se démarquer à l'international et de favoriser la mise en valeur d'un site de plein air incomparable, considérant que le projet représente un fort potentiel de rayonnement et de développement socio-économique pour la Côte-de-Beaupré et la région de la capitale nationale, il est résolu que le Conseil municipal confirme avec enthousiasme son appui au projet mise en valeur de la rivière Sainte-Anne et du sentier Mestachibou, déposé par la MRC de la Côte-de-Beaupré dans le cadre du programme de la croissance du tourisme PCT de Développement économique Canada. Donc, je prends le proposant. Vincent Raymond. Merci. 7.6. Intention de vente ou de droit de passage du lot 6 212 167. Considérant que ce lot, situé à Pointe-des-Caves, est la propriété de la corporation du site des 7 chutes dissoute depuis 2018, que la municipalité de Saint-Fériol-des-Neiges applique les taxes du lot ainsi que la propriété du terre. Considérant qu'Hydro-Québec a contacté la municipalité de Saint-Fériol-des-Neiges à l'été 2024 concernant son désir d'obtenir un droit de passage ou d'acquérir le lot 6 212 167 situé à Saint-Tite-des-Caps afin de leur permettre l'installation de l'estacade en amont de la centrale des 7 chutes. Il est résolu que le Conseil municipal accueille favorablement la demande d'Hydro-Québec afin d'initier la démarche d'acquisition et d'obtention d'un droit de passage sur le lot situé à Saint-Tite-des-Caps. Donc, je demande le vote. Donc, je la propose. Merci. Donc, le point 8.1, compte du mois. Donc, la greffière trésorière informe les membres du Conseil que les comptes du mois d'octobre 2024 seront présentés à une séance ultérieure. Donc, je prends le proposeur. Camille Nadeau propose. Merci. 8.2, dépôt des états financiers comparatifs. La greffière trésorière dépose au Conseil des états comparatifs au 30 septembre 2024, tel que prévoit l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Donc, c'est un dépôt. Point 9. 9.1. Nomination directeur général, greffier, trésorier, adjoint et signataire. Il est unanimement résolu que le Conseil municipal nomme Éric Ennis au poste de directeur général, greffier, trésorier, adjoint. Que le Conseil municipal
municipal désigne Mme Mélanie Boyer-Couture, mairesse, comme personne désignée à agir en son nom et à signer en son nom le contrat d'embauche du directeur général, que le conseil municipal désigne Éric Ennis comme signataire autorisé pour l'ensemble des dossiers et des documents émis par la municipalité. Donc, je vais prendre un proposant. C'est le propos. Merci. 9.2, nomination directeur général adjoint. Donc, il est unanimement résolu que le conseil municipal nomme Benoît Cloutier, directeur de la gestion des actifs, au poste de directeur général adjoint. 10, greffière juridique. Donc, 10.1, oh, je m'excuse, merci. J'ai envie d'en prendre aux arts. Merci, merci. C'est une année. Merci. Donc, 10.1, nomination comité de gouvernance d'appui de protection des renseignements personnels. Donc, considérant qu'un comité sur l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels a été créé et adopté par résolution numéro 22-264 le 4 octobre 2022, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès des documents et des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, que la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges souhaite inclure la gouvernance au sein de ce comité, considérant la nomination d'un nouveau directeur général. Il est résolu que le comité soit dorénavant connu sous l'appellation suivante: Comité de gouvernance d'accès et de protection des renseignements personnels, que ce comité soit maintenant composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges: Éric Ennis, directeur général; Marie-Noëlle Duclos, greffière adjointe déléguée responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels; Stéphane Racine, élu siégeant au conseil municipal. Donc, je prends le proposant. Marc-René propose. Merci. 10.2. Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Considérant la sanction le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française, c'est appelée charte, considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités. Il est résolu que le conseil municipal adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges, ci-après la directive, que la directive de la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité et révisée au moins tous les 5 ans. Cette directive fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Donc, je prends le proposant. Stéphane Racine propose. Merci. 10.3. Signataire des comptes à la caisse Desjardins. Il est résolu que les membres du conseil municipal désignent M. Éric Ennis, directeur général et greffier trésorier adjoint, signataire de tous les comptes de la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges à la Caisse Desjardins de la Côte de Routry. En le proposant. Camille Nadeau propose. Merci. Donc, au niveau des loisirs, 11.1, demande d'aide financière du club cycliste Mont-Saint-Anne. Considérant que la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges a adopté le 2 mai 2011 la politique d'attribution des aides financières provenant du conseil municipal, que l'entente établie entre le club cycliste de Mont-Saint-Anne et la municipalité, l'engageant à absorber une partie du coût des licences 2024 pour les jeunes résidents de Saint-Réal-des-Neiges.
Il est résolu que les membres du conseil octroient un montant de 4 240 aux clubs cyclistes du Mont-Saint-Anne pour les 106 inscriptions soutenues à la hauteur de 40 chacune afin de contribuer au développement du sport sur notre territoire. Je vais prendre une photo. Ouais, ça va bien. Merci. 11.2, demande d'aide financière plus nordique Mont-Saint-Anne. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Péry-des-Neiges a adopté la politique d'attribution des aides financières provenant du conseil municipal et que depuis plusieurs années, le club nordique du Mont-Saint-Anne fait la promotion des saines habitudes de vie et du dépassement de soi pour les jeunes de 5 à 23 ans par le biais du ski de fond. Il est résolu que les membres du conseil octroient un montant de 4 800 au club nordique du Mont-Saint-Anne. Cette aide financière correspond à un montant de 2 000 affecté au programme éducatif et compétitif, 2 000 pour l'organisation de la course nationale des championnats de l'Est et support aux athlètes qui y participent, et 800 en contribution pour l'utilisation estivale du chalet des athlètes au Grand Saint-Julien pour le camp de jour de la municipalité. Je prends le proposant. Marc Magny propose. Merci. Point 12.1. Acquisition d'un tracteur John Deere. Considérant que le contrat de déneigement des rues prend fin en 2025, que la municipalité a 13 stationnements hors contrat, 6 stationnements sous contrat, ainsi que le déneigement des patinoires et des trottoirs à prévoir. Considérant que la main-d'œuvre est disponible à l'interne pour la réalisation de ces travaux, que le projet de trottoir dans le village emmènera une demande de déneigement supplémentaire, considérant que le tracteur John Deere 4060 appartenant à la municipalité est déjà grandement sollicité afin de subvenir à de nombreux besoins. Il est résolu que la municipalité acquiert un tracteur John Deere 661-30R 2019 de 2620 à transmission IVT pour un montant de 123 500 taxes incluses et payable à partir du fonds général. Donc, je vais prendre le proposeur. Merci. Merci. Point 13, urbanisme. Donc, l'évaluation mineure, le point 13.1.1. Explication de consultation de l'évaluation mineure de 45 rue de l'Église. Monsieur Michaud. L'évaluation mineure, dans le premier cas, ce qui concerne le 45 rue de l'Église, c'est un processus d'achat. Il y a un propriétaire qui a acheté la propriété. Il y a un garage qui est implanté à 0,9 mètres de la ligne de propriété, mais le règlement dit que c'est 1 mètre. Le garage il est là depuis assez longtemps, peut-être assez longtemps. On ne peut pas tracer exactement le montant de construction, c'est soit 80 ou 97, ce qu'on nous a pris, c'était pas assez clair de déterminer. Mais en faisant l'analyse, il n'y a pas de contrainte particulière que le texte d'implantation est dérogatoire. Au-delà du fait que le règlement de 2015 fait que maintenant il est dérogatoire. Alors, la recommandation du CCU était favorable à la dérogation. Je laisse parler, je vous laisse parler de la décision. En fait, c'est plus à savoir s'il y a des commentaires ou des questions. Comprenez. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur cette dérogation mineure? C'est la maison juste à côté ici. Il y a un bien là. Comme ça. Très bien. Merci. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure située au 45 rue de l'Église. Donc, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à régulariser au 45 rue de l'Église l'implantation d'un garage ayant une distance de 0,29 mètres de la ligne latérale, alors qu'en vertu du 5e paragraphe de l'article 126 du règlement du zonage 15-674, un bâtiment accessoire isolé doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de la ligne latérale. Donc, je prends le proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, le 13.1.3, explication et consultation sur la rénovation mineure au 129 rue des Rocs. Mon deuxième, maintenant j'ai l'expérience, ça va bien aller. Un projet assez majeur, les propriétaires du 129 rue des Rocs, qui a acheté cette propriété
Aux acheteurs, ceux qui avaient bâti la maison avant, les anciens acheteurs, c'était ses parents. Puis là, il fallait faire un projet pour donner un peu de lustre et la beauté à ce bâtiment, qui est vraiment un bâtiment d'une architecture moderne, qui est assez unique dans l'intérieur de l'architecture moderne. On n'en a pas beaucoup, mais le bâtiment des années 70 avec un toit plat, des œils de bœuf, donc un genre de fenêtre un peu arrondie, qui est assez typique de cette époque-là. Ils ont des plans d'architecture, ils ont travaillé très fort pour faire un agrandissement également. L'an dernier, ils ont fait une demande pour un permis d'agrandissement avec une dérogation mineure pour maintenir un toit plat sur cet agrandissement-là. Bref, long processus. L'entrepreneur rentre, commence à ouvrir les murs, c'est moisi partout, c'est en train de tomber en ruine littéralement. Donc, l'effort de rénover le bâtiment pour pouvoir lui redonner un peu son lustre, justement, a été considérable. L'entrepreneur va dire, regardez, ça ne sert à rien de rénover un bâtiment qui est dans si mauvais état que ça serait préférable de le démolir et d'en reconstruire un neuf. Donc, c'est le contexte du projet. Donc, ici, la dérogation mineure, elle vise à autoriser un toit plat sur l'entièreté du bâtiment. Parce que notre règlement à Saint-Féréval ne permet pas les toits plats sur la très forte majorité des zones sur le territoire. Mais dans ce cas-ci, il y a un historique, puis le CCU recommandait favorablement la dérogation mineure pour maintenir le style architectural qui était unique pour ce bâtiment-là. Je pense que j'ai dit pas grand-chose. Il y a une demande de démolition du bâtiment qui a été déposée et accordée également à la municipalité. Alors, si jamais la dérogation mineure n'était pas accordée, eux devraient prendre complètement le projet qui perdait le volet architecture moderne de leur projet. Avez-vous des questions? Est-ce que c'était clair? Je peux pas vraiment demander. Jean-Pierre Berger. Moi, ce que je veux savoir, il y a des maisons autour de cette maison-là. Est-ce qu'ils ont toutes des toits plats comme cette maison historique-là? Non. Toutes les maisons autour respectent les normes d'urbanisme, sauf cette maison-là. Oui, bien, en fait, Vu que vous voyez le contexte historique, on refait une maison neuve, là, il faut garder ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Normalement, si on refait une maison neuve, on est capable de faire un toit avec une pente. S'harmoniser avec l'environnement autour. Il ne faut pas pourquoi qu'on. Je pense qu'on fait un précédent au niveau de l'urbanisme si on accorde des dérogations sur des critères historiques. Avez-vous des critères historiques dans nos règlements? Avez-vous une norme historique dans les règlements? pour certaines répondre à la question. C'est la première fois que j'entends parler d'une dérogation sur un critère historique. Je vous demande si vous avez. Le critère, il n'est pas historique. Le critère, c'est le style architectural du bâtiment. Le style de ce bâtiment-là spécifiquement qui a été construit dans les années 60. Ah, mais là, il y a du bâtiment. C'est un bâtiment neuf. Fait que là, moi, je ne suis pas d'accord, un bâtiment neuf, si on ne respecte pas le zonage de la zone. C'est mon impôt. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, si je serais voisin de ce bâtiment-là, je ferais une plante. Oui, est-ce qu'ils ont fourni des dessins? Oui, Ils ont fourni des dessins? mais les balances d'architecture. Dans l'architecture, mais là, donc, ils ne peuvent pas conserver, mais est-ce qu'ils vont reconstruire comme c'était avant? Exactement. Leur intention, c'est de reconstruire à l'identique, mis à part le respect des nouvelles normes de construction, à l'effet, il y a des hauteurs de plafond à respecter, des épaisseurs de murs pour l'isolation, etc. C'est des ajustements mineurs qui vont devoir faire à la concept initial, mais le style serait préservé. Et donc, il n'y a pas de problème parce que le concept d'identité de bâtiment pour avoir vécu à même. Donc, ils ont fait une demande pour quelque chose, c'est le fait qu'ils vont réaliser. Donc, le fait de refaire les murs pas pourris, je pense qu'ils ont le droit de faire ça. Personne ne c'est beaucoup de recherche. Merci. D'autres commentaires? Si je comprends bien, vous dites que c'est un droit acquis parce qu'il y avait, dans le passé, il y avait le même style architectural. C'est pas un droit acquis, c'est une demande de dérogation mineure qui peut être acceptée ou non par le conseil municipal. Ce n'est pas un droit acquis. Est-ce que les règlements s'appliquent ou pas? La dérogation mineure est un règlement. Il y a beaucoup de dérogations mineures qui passent ici, qui sont considérées comme majeures. Dans bien des cas. Mineures, c'est. Moi, j'ai une remise sur mon terrain. Il y a des dérogations.
qui ne respectent pas les règlements. Parce qu'on a accepté qu'il y ait une rue à côté de moi. Là, je suis devenu en dérogation. Ça, c'est minable. Mais si je bâtissais la revue sur le terrain de la municipalité, ça, c'est pas une dérogation, c'est hors la loi. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, ce qui nous amène à la décision sur la demande de dérogation mineure du 129 rue des Rocs. Donc, il est visant à autoriser au 129 rue des Rocs la construction d'un nouveau bâtiment principal de type unifamilial isolé, ayant 3 plans, à la vertu de l'article 92 du règlement de zonage 15-674. Tout nouveau bâtiment principal doit avoir un toit formé d'au moins 2 versants, lequel possède une pente d'au moins 18 degrés. Donc, je prends un proposant. Marc Lani propose. Merci. Donc, permis PIA recommandé. Ça, c'est la première PIA, je vais peut-être pas vous dire, je l'avertis. La façon dont on procédait par avance, comme on m'a expliqué, il y a le tableau que je vois ici avec les différentes adresses qui ont fait l'objet d'une demande de permis PIA qui ont passé au CCU. Je ne vais pas faire le tour de façon exhaustive de chacun de ces dossiers-là. S'il y a des questions spécifiques, est-ce qu'on les connaît? Non, je OK, je comprends. Toutefois, je vais lire des conditions particulières pour certains permis. Vous savez, un CCU, c'est un comité qui fait des recommandations. Parmi ces recommandations, parfois, il y a des conditions à respecter pour que le permis puisse être émis. Dans le cas du 70 rue du Portage des Mousses, il faut s'assurer du plan de projet d'implantation qui soit déposé, afin de s'assurer du respect de la marge latérale. En fait, c'est du normatif, mais dans ce cas-ci, il y avait un doute avec le fait que la marge était respectée ou pas. Donc, il y avait une condition d'avoir ce plan de projet d'implantation pour du permanent longtemps pour pouvoir octroyer le permis. Au niveau du 129 rue des Rocs, ça, c'est la dérogation mineure qu'on vient juste de discuter. Il y avait également un permis PIA qui venait avec la demande. Dans leur modification, leur projet modifié pour reconstruire en neuf, il y avait un œil de bœuf, donc cette fenêtre arrondie, qui était assez typique de l'architecture de cette époque. Sur la façade gauche, qui avait été retirée dans leur proposition. La condition était de la maintenir. Et en façade avant, on a une norme dans notre règlement de zonage d'avoir 15% de superficie en ouverture, c'est-à-dire la superficie des portes et fenêtres dans la façade avant doit faire 15%. Il leur en manqué un petit peu. Alors, dans la condition qui a été mise ici, c'est de s'assurer qu'ils puissent respecter ce 15%. Donc, il n'y aura pas de dérogation mineure. S'ils sont capables d'agrandir les fenêtres et les portes existantes, ou même d'ajouter un deuxième œil de bœuf dans la façade principale pour rappeler le style architectural de leur bâtiment. Et le 186 rue Saint-Julien, dans ce secteur-là, on avait observé dans nos données qu'il y avait potentiellement un milieu humide à proximité du terrain. Donc, on veut s'assurer d'avoir une expertise par un scientifique, un biologiste qui nous assure qu'il n'y a effectivement pas de milieu humide à cet endroit-là. C'est un milieu humide qui est présumé, mais avec les autres terrains, c'est difficile à déterminer si on a vraiment un milieu humide. Donc, seulement avoir comme condition de nous fournir ce document-là pour attester s'il y a un milieu humide ou pas. S'il y a un milieu humide, pour avoir la diagnostication. Donc, que les membres du conseil municipal acceptent les recommandations du comité consultatif d'urbanisme d'accorder un permis pour les constructions pour le projet suivant. Donc, le 170 rue Portage des Mousses, construction d'un abri autour d'hiver attaché à une résidence unifamiliale isolée, avec bien sûr le respect de la condition. 94 rue Notre-Dame, construction d'un vestibule et de galeries attachées à une résidence unifamiliale isolée. 111 rue des Grillons, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 125 rue des Hirondelles, construction d'une galerie à une résidence unifamiliale isolée. Le 129 rue des Rocs, reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée, avec bien sûr le respect de la condition particulière.
169 rue de la Calais, construction d'un bâtiment accessoire à une résidence unifamiliale isolée. 186 rue Saint-Julien, construction d'une résidence unifamiliale isolée avec la grande section. 68 rue de l'Église, construction d'un bâtiment accessoire. Donc, je vais prendre un bon exemple. Je vais faire rester. Merci. 13.3. Projet d'approbation en vertu du règlement pour la TPCA. Changement d'usage au 4871 à Royal. Donc ici, on parle du bâtiment qui habite Borex, loin du Royal du dans la demande de changement d'usage, ici, on trouve deux usages. De un, ici, on vise à régulariser l'usage administratif existant du rez-de-chaussée où Borex existe présentement ces usages actuels. Et dans le sous-sol, d'autoriser un usage de type commerce. Je vais voir le bon terme. De type commerce et services de restauration, services traitants sans accueil de clients, qui seraient les installations qui seraient au sous-sol du bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a aucun changement de ces usages-là au niveau de l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est vraiment à l'intérieur que ça va se passer. Il y a déjà des droits qui sont reconnus au niveau de l'usage autre qu'agricole, au niveau de la sécurité, même si c'est pas là dans et voilà, ça respectait les critères du règlement sur le PPC, moi, le CCI avait un avis favorable. Donc, il est résolu que le Conseil municipal autorise les usages services administratifs et commerces dans le service et commerce et services de restauration. Le lot 6 091 477, portant l'adresse 4271 avenue Royale. Merci. 13.4. Confirmation de démolition. Considérant qu'une séance publique du comité de démolition s'est tenue le 11 novembre 2024 concernant une demande de démolition d'une partie de grange située au 1247 rang Saint-Antoine. Considérant que l'article 148.0.19 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, demander au conseil de réviser cette décision et que le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours de la décision du comité qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, adopter une résolution affirmant son intention de réviser cette décision. Considérant que le conseil municipal n'a pas l'intention de réviser la décision du comité de démolition, il est résolu que le Conseil supporte la décision du comité de démolition portant sur la demande du 1247 rang Saint-Antoine et n'utilise pas son pouvoir de révision de cette décision. On va prendre le proposant. D'autres propos. Merci. 14. Excusez. C'est chez moi. Je n'ai pas tout à fait compris le langage. Est-ce que je puis permis? Juste pour corriger, ce n'est pas une grange patrimoniale. Ça a été construit dans les années 80. C'est un garage qu'on a fait bric-à-brac pour un tracteur qui a été acheté en 94. Donc, ça n'a rien de patrimonial. Ça n'a rien à voir avec la grange. C'est genre un garage qui a été rajouté sur le côté qui est en train de être soulevé sur la gêne et détruire la grange qu'on fait. Donc, merci pour ces explications. En fait, le jargon, justement, là, donc, c'est que, encore une fois, c'est administratif. Tu sais, si je vous le résume rapidement, le conseil de démolition s'est fait présenter par l'administration, justement, à votre projet. Il n'a pas vu d'enjeu. Puis, ce qu'on nous a expliqué, c'est que si on ne se prévalait pas, là, justement, il y a un article, en fait, que j'ai lu, là, qui dit que, je vais vous le dire, n'a pas l'intention de réviser la décision du comité de démolition. En fait, c'est que, considérant que le conseil accepte immédiatement, on peut immédiatement procéder à une autre étape.
qui est d'envoyer ça au niveau de la MRC. Sinon, il aurait fallu qu'on se le préserve par le jour au cas où le conseil municipal décide d'utiliser cette décision-là. D'accord, mais moi, ce que je comprends pas, c'est à quel point, à ce moment, on a pu trouver le mot patrimonial. Je suis très d'accord. Bien raison, je suis totalement d'accord avec vous. Le gouvernement a un régime transitoire au niveau des bâtiments qui sont d'avant 1940. Mais c'est pas en 40. Mais le bâtiment, oui, même si ça rallonge, non? Non. Même le bâtiment. La maison qui était à côté du chemin a été montée en haut de la côte dans les années 70. La grange a probablement été construite après, dans les années 80. Et le garage dont on parle pour la démolition a été construit fin des années 80 début 90. On va s'assurer de ça. Okay? Ouais. Si c'est le cas, c'est une chose. Si c'est pas le cas, effectivement, c'est 1940 avant. La loi nous oblige à passer à travers tout ça. Donc, faire une histoire courte. Éventuellement, une histoire va tomber, il va y avoir un vrai registre de bâtiments patrimoniaux à Saint-Péréal dans lequel on va réellement faire un contrôle. Mais actuellement, on est plus avec ce régime transport du gouvernement. Mais on garde bonne note, par contre, on va revenir là-dessus. On va arrêter là-dessus. Merci pour la précision. Ça, c'est celui qu'on a parlé tout à l'heure. Pas particulièrement. OK. Excusez-moi, je vérifie si on a besoin d'explications supplémentaires. Donc, j'arrive au niveau du point 14. Donc, agriculture. J'aurais besoin d'un proposeur pour donner l'avis de motion. Pour le règlement 24-865, modifiant le règlement 20-776 concernant les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble PPC-moi. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Marc Menou. Merci. Donc, avis de motion pour le règlement 24-866, modifiant le règlement de zonage 15-674 afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Oui. Lui nécessite un petit peu d'explication. Ce règlement-là fonctionne de pair avec le règlement que je vous prenais tout à l'heure, le 24-872, les usages conditionnels. On parle du même objet réglementaire, mais dans lequel j'ai fait une proposition de modification sur deux règlements distincts. Celui-ci, c'est sur le règlement de zonage. Dans le règlement de zonage, on a déjà des dispositions qui autorisent des usages additionnels à l'habitation. Par exemple, quelqu'un a une maison familiale, puis il veut avoir une coiffure, ben, il y a des dispositions qui permettent de le faire. Sauf qu'il est un peu incomplet, puis vous l'avez posé la question, M. Moreau, savoir ça vient d'où ces règlements-là. Il y a des citoyens qui veulent exercer des usages additionnels dans leur maison familiale qui n'existent pas dans nos règlements présentement. Alors, moi, ce que je propose ici comme premier projet de règlement, c'est dans un premier temps, au niveau du zonage, les demandes sont relativement simples, comme un salon de coiffure. Puis dans ce cas-ci, ce que je propose, c'est un atelier d'entretien à vélo. Donc, on a un citoyen qui veut faire ça dans sa maison, de l'entretien à vélo ou des skis. Bien, on n'avait pas cette disposition-là dans le zonage. Donc, ici, on vient proposer un ajout. L'article 4 qui dit ajout d'un usage additionnel à l'habitation, qui est un atelier d'entretien pour vélo, ski et ou planche à neige. J'en ai profité pour réviser les différentes dispositions de ce règlement de zonage-là. C'est ici que je viens d'équilibrer la superficie admissible. Quand je dis là, c'est sur moi. Soyez bien clair, ce que je propose comme urbaniste, c'est d'augmenter la superficie admissible. Il y a deux paramètres. En fait, c'est 40% du logement, ou actuellement 30 mètres carrés. Mais 30 mètres carrés, c'est vraiment très, c'est pas rien. Donc, on propose ici de l'amener à 75 mètres carrés. Ensuite, on a des dispositions au niveau des stationnements supplémentaires. Parce que le règlement du zonage dit, c'est si tu veux avoir ton salon de coiffure ou ton atelier vélo, il faut payer un parking de plus. Et il y a déjà des exigences de parking minimal dans le zonage. Des fois, de demander ça, ça fait en sorte que le propriétaire, il n'y en a pas de place chez lui pour avoir un cas supplémentaire. Donc, il ne peut pas faire son usage supplémentaire. C'est un peu
une forme de discrimination à l'égard de certaines typologies d'habitation. Donc, quelqu'un qui veut faire ce commerce-là, mais qui tient à avoir vraiment du stationnement, on ne va peut-être pas faire ça chez lui s'il n'y a pas de place pour le faire à la base de toute façon. Donc, ici, c'était les articles 6 et article 8. Et pour ce qui est du zonage, c'est essentiellement ça. C'est vraiment ajouter un atelier à vélo dans une maison familiale. C'est relativement simple. Il n'y a pas de contraintes particulières au niveau des impacts sur le voisinage. Il n'y en a pas vraiment plus, mais ça, on va faire. Dans ce cas-ci, c'est la proposition qui est amenée pour le règlement du zonage. Si je comprends bien ce que tu dis, la maison n'est pas agrandie de 40%. Non, c'est à l'intérieur de la maison qui devient 40%. À l'intérieur de la maison existante. Merci beaucoup pour la vulgarisation. Donc, ça en prend quelqu'un pour donner l'avis de commission. Donc, si je regarde encore une fois, le règlement 24-866, modifiant le règlement de zonage 15-674 afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages actuels à l'habitation. Merci. Donc, avis de motion pour le règlement 24-877, modifiant le règlement 06-495 concernant les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil et des employés municipaux. Donc, rapidement, en fait, c'est simplement qu'on va se mettre à jour conforme avec les frais de déplacement qui sont en vigueur un peu partout. Donc, nous avions comme d'autres réserves, mais il me semble qu'on était comme à 40 de l'enregistrement du kilomètre, alors que là, on va y aller conformément avec les augmentations annuelles au niveau du gouvernement. Donc, ça va prendre quelques minutes maintenant. Ça va loin. Merci. 14.1.4. Règlement 24-870 modifiant le règlement du zonage 15-674 afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les bâtiments en rangée ainsi que le plan de zonage pour les zones H3-131 et H2-134. Question numéro 2. Alors, ici, on a un citoyen qui voulait faire des maisons en rangée sur son terrain. Les maisons en rangée, c'est des maisons de ville, c'est des maisons qui sont mitoyennes l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas de cour latérale, les maisons du milieu. Puis, mettons, tu peux avoir 3 ou 4 unités qui sont collées l'une à côté de l'autre. Dans la grille de spécification, peut-être qu'on va faire c'est quoi, c'est un document qui dit c'est quoi tes marques de recul, ton coefficient d'occupation, soit un paramètre mathématique pour dire qu'est-ce que tu peux faire dans l'implantation de bâtiment. Ben, notre règlement, il ne faisait pas vraiment de nuance sur le fait que dans des bâtiments rangés, les unités du milieu, évidemment, qui occupent plus de terrain que les unités du côté, parce que les unités du côté, qui ont une cour latérale, qui fait qu'il y a plus de terrain que les unités du centre. Faisant en sorte que le monsieur, ce qu'il voulait faire, ben, les unités du milieu, ces bâtiments rangés, étaient vraiment très, très petits, étaient plus petits que les bâtiments sur les côtés. On parle de bâtiments rangés, c'est pas ça. C'est faire des bâtiments qui ont la même implantation sol tout le long. Donc, ici, on vient faire une modification pour permettre, dans l'entièreté de notre territoire, lorsque la zone permet des bâtiments rangés, ben, finalement, d'avoir des bâtiments rangés qui sont de la même taille l'un après l'autre. Donc, ça, c'est une première disposition qu'on venait modifier ici. La deuxième, c'est les modifications du plan zonage. En annexe 1, vous voyez, là, le monsieur en question, son terrain, ben, le découpage du plan zonage, il tronque la partie au sud-ouest de son terrain. C'est comme si son terrain est sur 2 zones différentes. Mais il y a une des 2 zones qui ne permet pas les bâtiments rangés. Donc, lui, qui fait son implantation, le bâtiment rangé se pointe de la zone qui ne s'est pas autorisée. Donc, il y a comme une espèce de décroché en escalier dans l'implantation du bâtiment qui fait en sorte que les bâtiments rangés ne sont pas uniformes, ne sont pas harmonieux. Ça ne fait pas vraiment de sens. En fait, là, bon, ici, on viendrait modifier la zone H3 en 31 pour qu'elle suive les limites de propriété du demandeur. C'est un ajustement du plan zonage. Pour que lui puisse déposer un projet dans lequel toutes les unités de bâtiments rangés sont identiques. C'est plus harmonieux, c'est plus beau. Les paysages ont commencé à faire des encoches dans la fondation dans le bâtiment. Donc, c'est essentiellement ça pour ce projet. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour donner la question. Marc Mani? Merci.
14.1.5, règlement 24-871, modifiant le règlement 18-744 sur la gestion contractuelle. Ça va me prendre quelqu'un pour donner un avis vocal. Stéphane Racine. Merci. 14.1.6, règlement 24-872, modifiant le règlement 17-717 relatif aux usages conditionnels afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. C'est plus complexe. Puis juste pour revenir, ça c'est le premier projet de règlement. Les autres aussi, notre tournage fait ça. Il va y avoir après ça un deuxième projet de règlement de décembre. Vous avez le temps de le lire à tête reposée. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre sur le projet de règlement qui est ici. Puis il va y avoir une consultation publique en début de séance et en décembre. Ça, c'est la suite de ce que je viens de vous expliquer dans ce montage. Par contre, ça vise les demandes qui sont un peu plus complexes. Donc, les demandes qui vont générer un impact sur le bâtiment, son terrain et son environnement, donc le voisinage, qui est un petit peu plus important que ce qu'on va retrouver tantôt comme un salon de coiffure ou un atelier vélo. L'outil qu'on parle ici, c'est les usages conditionnels. C'est un outil réglementaire, c'est un règlement en soi. Et un peu comme à l'image des dérogations mineures, quand justement il y a un garage qui est trop proche de la limite de propriété, bien, ça, c'est au niveau des usages. Quand ta grille, ton zonage ne te permettent pas d'exercer certains usages, mais tu ne veux pas changer et autoriser les usages dans toute la zone, mais tu viens vraiment viser un terrain particulier, une demande très particulière, bien ça ici, ça peut permettre à ce propriétaire-là d'avoir un usage bien particulier et adapté à sa réalité, à lui ou à elle, au demandeur qui en fait la demande. C'est parti de où? Ben, il y a des gens qui avaient le goût de faire un projet assez intéressant chez eux, et donner des cours. Cours de pilates dans leur propriété, puis le zonage ne le permettait pas. En termes d'approche réglementaire, là, pas particulièrement à l'aise de proposer au Conseil des règlements à la pièce sur mesure pour un seul logement. Donc, on profite de l'occasion pour ouvrir les possibilités. Donc, je me suis questionné à savoir c'est quoi qu'est-ce qui ressemble à ça? Qu'est-ce qui ressemble à un cours de pilates qui pourrait faire l'objet d'une grande famille d'usages? Parce qu'il y a peut-être d'autres mondes qui aimeraient ça, donner des cours d'autres choses qui ressemblent à ça chez eux. Donc, la proposition ici, elle vise ça. Donc, en annexe 1, vous avez en fait un tableau qui énumère les zones admissibles. Là, je vais vraiment vous lire ce qu'on vise ici avec les usages additionnels à l'habitation. Ça serait applicable dans toutes les habitations unifamiliales isolées qui sont dans une zone où vous êtes obligé d'avoir d'habitation. Vraiment un peu partout. Donc, les usages additionnels à l'habitation qui offrent un service aux citoyens. Il faut que ça offre un service. C'est ça la condition de la catégorie d'usage admissible. Donc, ceux qui offrent un service aux citoyens et qui favorisent la santé, qu'elle soit physique, mentale ou sociale, et ou la mobilité active. Bon, la mobilité active, c'est un sujet qui va peut-être revenir sans aller trop loin, mais ça va faire partie un peu des prochaines années d'une thématique qu'on aimerait bien développer. Cela dit, je vais me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Les usages suivants et leurs équivalents sont considérés comme admissibles. Je mets la notion d'équivalence parce que dans un règlement, c'est extrêmement difficile de faire une liste exhaustive d'un usage qui devrait être autorisé. Il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui a un projet que tu n'as jamais pensé, toi, comme urbaniste. Le fait d'avoir une équivalence, un principe d'équivalence, ça permet à quelqu'un de dire non, je ne suis peut-être pas listé ici, mais ça ressemble drôlement à ce que vous avez listé ici comme impact. Est-ce que je suis admissible? Puis là, ben, ça se fait évaluer à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui serait admissible? Des cours de yoga, pilates, méditation, tai chi, arts martiaux, conditionnement physique, art visuel, photographie, art dramatique, art littéraire, art textile, art du cirque, langue, chant, danse et musique. C'est une catégorie, on pense, je propose, qui ont des impacts qui se ressemblent. Que tu fasses un cours là, de karaté à 10 personnes, de yoga ou de tai chi ou d'art dramatique, je ne pense pas que ton voisin va faire une grosse différence en termes d'impact. Donc, ça, c'est une catégorie à impact comparable. La deuxième catégorie, ce serait tout ce qui est conception, fabrication, entretien et une formation qui concerne la pratique et les équipements de mobilité active. On parle de vélo conventionnel, vélo à assistance électrique, ski, marche, course à pied, toute forme de patin, raquette, trottinette, planche à roulettes.
on est assez impérial, tout le monde qui font ce genre d'activité-là. C'est peut-être pas tout le monde qui a le goût de s'acheter un commerce avec vitrine, façade sur rue, pignon sur rue, avec une grosse affichage disant, moi ici, je fabrique des skis. Peut-être qu'il y en a qui ont le goût de faire ça dans leur sous-sol, puis ça serait bien correct parce que les impacts qu'il va avoir sur le voisinage, ils ne sont pas si graves que ça par rapport à un centre coiffeur. Cela dit, s'il fait ça, ça peut arriver qu'il y ait de la machinerie, ça peut arriver qu'il y ait un petit peu plus de bruit à ce moment-là. On ne peut pas donner un chèque en blanc, hein, puis une autorisation pour faire n'importe quoi. On veut l'évaluer dans le cadre d'une démarche. Et le projet de règlement, on y arrive, exige d'avoir une étude d'impact qui est déposée par le demandeur. Alors, lorsqu'on a adopté comment ça fonctionne, ben, quelqu'un qui a le projet en tête, ben, il va le documenter. Il va devoir respecter les critères, les objectifs et les critères du règlement. Essentiellement, les objectifs, c'est d'assurer que l'ajout d'usage additionnel à l'application favorise l'offre de services à la communauté, puis n'entraîne pas de nuisances qui sont déraisonnables sur le voisinage. Comment ça va être évalué? C'est avec des critères. Donc, l'usage proposé doit offrir un service pour la communauté. L'usage de l'habitation doit demeurer le principal usage exercé. Ça, c'est très important. On ne vient pas convertir des maisons en commerce. On vient offrir la possibilité aux gens qui ont une maison d'ajouter une activité commerciale dans leur habitation. Mais ça doit rester leur demeure principale quand même. L'usage proposé est compatible et complémentaire avec le milieu environnant. Les modifications requises au bâtiment, à l'aménagement du terrain et à l'affichage qui sont requises aux fins de cet usage doivent être conformes aux normes applicables sur le règlement de zonage en vigueur. Le cas échéant, le permis de construction conforme doit être émis pour que l'usage conditionnel soit effectif. Encore une fois, un chèque en blanc de faire n'importe quoi. S'il y a des modifications au bâtiment ou au terrain, il faut quand même que ça respecte la réglementation. Donc, malgré les dispositions du zonage, l'affichage pour un usage conditionnel est autorisé seulement sur une porte en façade avant du bâtiment où est exercé l'usage. Toutefois, sur la rue Royale, il y a un peu plus de latitude pour avoir un affichage présent dans la cour. Et enfin, dernier critère, les conditions liées à l'implantation de l'usage doivent être établies à l'aide d'une étude d'impact réalisée par le propriétaire de l'immeuble ou par un professionnel qui est mandaté par ce dernier. Et le règlement ici décrit le contenu de l'étude. On va faire un résumé, je ne vais pas prendre tout le temps, mais en gros, il faut que l'étude décrive suffisamment bien le projet pour qu'on en comprenne le fonctionnement. Parce que ces demandes-là vont être évaluées par le comité consultatif d'urbanisme, qui va en faire une recommandation au conseil municipal. S'il y a personne qui comprend bien votre projet, ça peut arriver qu'il y ait une recommandation qui soit pas favorable. Donc, ici, on vient d'écrire un peu le descriptif des activités, le l'usage, les travaux requis, le niveau de flexibilité souhaité pour exercer l'usage, une description des impacts également sur le milieu, et les mesures de mitigation. Si jamais il y a du bruit, des déchets, comment vous allez régler la situation? Ce n'est pas la municipalité à régler pour vous. Vous devez nous dire comment vous allez gérer tout ça. Il faut des photographies de l'intérieur du bâtiment, de l'extérieur du terrain, bref, tout ce qui peut nous donner une idée sur l'impact du projet. C'est essentiellement ça. L'idée, c'est pas de faire un mémoire de maîtrise. Je ne vais pas faire peur à personne, mais il faut que ce soit un document suffisamment clair qu'on comprenne et qu'on puisse porter un jugement en tant que comité consultatif, puis faire une recommandation au conseil, puis le conseil prenne une décision en toute connaissance de cause. C'est l'esprit du règlement. Alors, je vous invite à prendre le prochain mois pour voir avec proposer et m'interpeller dessus. Merci beaucoup. Donc, avoir besoin de quelqu'un pour donner la discussion. Oui, ça va. Merci. 14.2, adoption de règlement. Donc, 14.2.1. Projet de règlement 24-865, modifiant le règlement 20-776 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pétricément. Donc, constatant que la municipalité de Saint-Fériol-les-Neiges a reçu une demande en vertu du règlement numéro 20-776 ayant trait au projet particulier de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble, PPC-MOI, pour un projet de construire 2 bâtiments principaux et d'agrandir celui existant à l'adresse du 2232 Avenue Royale sur le lot 5 949 758 à des fins d'entreposage intérieur à titre d'usage principal de la classe d'usage C8, commerce de gros et générateur d'entreposage pour un maximum de 40 cases d'entreposage. Que le projet a fait l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme le 7 juin 2022, portant le numéro de résolution 2281, considérant que le projet a fait l'objet d'une recommandation positive du conseil municipal le 7 juillet 2022,
Considérant que le lot situé à l'adresse de 232 à Royal se trouve dans deux zones, soit C-124 adjacente à la ville royale et FR 209 en fond de terrain localisé entre 65 mètres et 90 mètres de la ville royale, qu'un précédent processus de modification réglementaire entamé en 2022 n'a pas été complété et qu'il n'y a pas lieu de débuter de nouveaux processus afin de régulariser l'intention initiale, il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 24-865 modifiant le règlement numéro 20-776 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble PDC-MOI. Ce projet de règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Donc, je vais avoir besoin de vous ça. Mme Nadeau propose. C'est unanime. Oui. Oui. Merci. 14.2.2. Adoption du premier projet de règlement 24-866 modifiant le règlement tournage 15-674 afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté un règlement de zonage comptable numéro 15-674, incluant un plan de zonage, que le conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les citoyens ont exprimé leur besoin d'ajouter un usage commercial à leur habitation, n'est pas autorisé au règlement d'urbanisme actuel en vigueur, considérant que le règlement numéro 15-674 de zonage autorise déjà certains usages additionnels à l'habitation, qu'une modification du règlement répondrait en partie aux besoins exprimés par les citoyens lorsqu'il s'agit d'un usage à faible impact. Il est proposé que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 24-866, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels de l'habitation. Ce projet de règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre le proposant. Marc Lamy propose. C'est unanime. Oui. Merci. 14.2.3. Adoption du premier projet de règlement 24-870 modifiant le règlement de zonage 15-674. Considérant que le conseil municipal a adopté un règlement de zonage portant le numéro 15-674 incluant un plan de zonage, considérant qu'une demande d'information a été transmise à la municipalité concernant les normes d'implantation de bâtiments en danger pour le lot 6 290 882, que le règlement de zonage n'encadre pas adéquatement le coefficient maximal d'occupation au sol des bâtiments en rangée, ce qui engendre des unités comportant 2 murs mitoyens de plus faible occupation au sol que les unités avec un seul mur mitoyen. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 24-870, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage, afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les bâtiments en rangée, ainsi que le plan de zonage pour les zones H3-131 et H2-134. Donc, ce projet de règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre le proposant. C'est unanime. Oui. Merci. 14.2.4, adoption du premier projet de règlement 24-872 modifiant le règlement 17-717. Donc, considérant que les citoyens ont exprimé leur besoin d'ajouter un usage commercial à leur habitation, n'est pas autorisé au règlement d'urbanisme actuel en vigueur, considérant
que le règlement numéro 15-674 de zonage autorise déjà certains usages additionnels à l'habitation. Il est résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 24-872, modifiant le règlement numéro 17-717 relatif aux usages conditionnels afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Ce projet de règlement fait partie intégrante des résidences comme s'il était rentré au long. Je vais prendre pour ça. Stéphane Racine. C'est unanime? Oui. 14.2.5, adoption du règlement 24-863, modifiant le règlement numéro 21-810. Que le conseil municipal adopte le règlement 24-866, modifiant le règlement numéro 21-810 concernant les séances du conseil municipal. Ce règlement fait partie intégrante des résidences comme s'il était inscrit au long. Donc, c'est mon premier proposant. Vincent Lebeau. Merci, c'est unanime. Oui. 14.2.6, adoption du règlement 24-864, modifiant le règlement de zonage 15-674. Considérant que le conseil municipal de Saint-Féréol-des-Neiges doit modifier son règlement de zonage pour intégrer les dispositions des règlements 184.12 et 184.13 adoptés le 3 avril 2024 par le conseil de la MRC de la Côte de Beaupré, considérant que l'information a été donnée par M. Stéphane Bastine, conseiller lors de la séance du 15 octobre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 11 novembre 2024. Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-864, modifiant le règlement de zonage numéro 15-674 afin d'apporter les correctifs nécessaires aux limites des zones suite à l'entrée en vigueur des règlements 184.12 et 184.13, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC de la Côte de Beaupré. Ça va prendre un proposeur. Vincent Lebeau. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre ordre du jour. Est-ce que certains conseillers auraient de l'information à partager? Je peux commencer. Dans le fond, c'est bientôt la fin de l'éco-centre. La fermeture, c'est le 30 novembre, mais la municipalité procédait les jeudis à des cueillettes à domicile sur demande. Et puis, la dernière journée des cueillettes, c'est le 21 novembre. Fait que bien faire les demandes avant le 21 novembre. Quelqu'un d'autre? Oui, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un micro. Oui, vous en savez, le micro. Je m'en sais bien. Oui, personne. Oui. C'était simplement pour souligner, en fait, que le 18 octobre dernier a eu lieu la Halloween, qui a été vraiment une grosse sortie avec un achalandage, je pense, record cette année, là, de 450 personnes. Donc, on tenait juste à souligner cet événement et on a bien hâte de tous vous revoir costumés l'année prochaine. Merci. Donc, jeudi dernier, avait lieu le gala de reconnaissance de développement Côte de Beaupré. C'était une belle soirée qui avait lieu au château Mont-Sainte-Anne, le centre de congrès. Et puis, je voulais souligner, féliciter tous ceux qui ont qui ont gagné des prix, en particulier. Il y a Auberge et Campagne qui sont ici à Saint-Péol, qui ont gagné le prix en tourisme cette année. Merci, monsieur Leclerc. Monsieur Marie. Encore une fois, on a un gros Noël cette année, le 24 décembre. Mais avant Noël, on va avoir un marché de Noël à l'intérieur du 23-24 novembre prochain, de 10h à 16h. 60 exposants comme cette année, bibliothèque ici et à l'école secondaire. Puis encore de la place aussi, pardon, l'école primaire, pardon. Il y a encore de la place. Encore de la place aussi pour le bazar sportif, des équipements à porter, c'est pas de temps. Voilà. Merci beaucoup.
Je tiens à faire un remerciement particulier à M. Benoît Cloutier, qui a su là, assurer l'intérim avec brio durant les dernières semaines. Ton dévouement, ton travail, vraiment le fait que tu connaisses la municipalité, puis que tu connaissais en fait déjà beaucoup de dossiers, ont vraiment facilité, je pense, assurer les équipes là, de savoir que tu étais là et que tu prenais le relais. Là. Alors, merci beaucoup pour ton bon travail. C'était avec mon équipe, hein. Ça se fait tout en équipe. Ensuite, je tiens à féliciter notre nouveau directeur général. Donc, félicitations, monsieur. Donc, très heureuse, je parle en mon nom, mais au nom du conseil, là, de pouvoir commencer là, ce nouveau chapitre avec toi. Alors, voilà. Enfin, je tiens quand même, nous sommes le 11 novembre, donc jour du souvenir. Hein? Alors, je tenais quand même là, à souligner, encore une fois, mon nom et à celui du conseil, à souligner la mémoire de ceux et celles qui ont servi notre pays. J'exprime ma profonde gratitude pour tous ces gens, puis je pense que c'est important d'avoir une pensée là, pour eux aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, merci. Prochaine séance du conseil qui aura lieu. Merci. 9 décembre, merci beaucoup. Donc, lundi le 9 décembre. Alors, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Rochaud, pour toutes vos explications bien qualité, très claires. Je pense que on a tout apprécié vos interventions. Donc, merci beaucoup. Je lève officiellement la séance. Ça va prendre un peu de temps. Merci. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Merci.